Je constate que dans les régions où tout va bien, entre guillemets, c'est grâce au président Paul Biya. Oui. Et comme par hasard, dans les régions où ça ne va pas bien, il n'est pas comptable de la Non, situation. il est comptable. Il est comptable. Je suis d'accord avec vous sur ce Justement. plan. Nous sommes comptables. À un moment donné, Il est garant de l'intégrité territoriale que lui reconnaît l'article 5 de la Constitution. Wilfried, vous je vous l'ai avez dit la une parole. fois à vos collaborateurs représentants du RDPC, Oui. c'est cette incapacité, cette absence de patience à écouter et à comprendre son vis-à-vis qui conduit au malentendu que nous avons, qui débouche justement sur la crise politique que vous avez aujourd'hui et dont vous dites que le président Paul Biya n'est pas forcément comptable de cela, que là la responsabilité est partagée, pendant que là où tout va bien, c'est son mérite exclusif. À un moment donné, ayons du respect pour nos compatriotes, tout comme quand vous dites, voilà, lorsque vous n'avez pas compris, quand je parlais de la Suisse et de la Chine, selon vous, j'étais perdu, peut-être au fur et à mesure de votre argumentaire, vous y avez vu plus clair, et vous avez dit comme ça, comme par magie, c'était devenu très bien, les exemples que j'avais pris, la Suisse, la Chine, etc. C'est un débat d'idées, comme vous l'avez dit, et c'est paradoxal que le parti ayant le programme le plus absent soit celui qui s'appesantisse le plus sur le fait que les autres n'ont pas de programme. Encore, on se moque, je ne sais pas si à ce niveau, on se moque des Camerounais, on se moque de nous-mêmes. Je reviens sur la Suisse parce qu'on parle de la forme de l'État. J'étais en train de dire que le modèle politique du pays dans lequel le président de la République passe le plus clair de son temps est un modèle ultra-référendaire. La population est consultée tout le temps. Je n'ai pas l'impression, et vous ne pouvez pas le dire, que la Suisse est un pays faible. Le géant de l'agroalimentaire Nestlé, le tout premier, c'est Jeune Afrique qui le dit, c'est un journal africain, c'est intéressant de prendre ces chiffres, a un chiffre d'affaires de 82 milliards d'euros. C'est 4 fois le PIB du Cameroun. Et là, on ne parle que d'un seul groupe, Nestlé, parce qu'il y a après Rolex, il y a après Omega. On parlera d'industrie dans cette émission. Mais Il mélange tout. La Bravo, gestion Cédric. de la crise anglophone, quelle est Voilà. l'analyse que vous faites de la gestion Arrêtez les hors-sujets, gouvernementale? vous aussi, Kanga. Vous ne comprenez pas? Être hors sujet, c'est ne pas... Revenez sur Je la vous en crise. prie, mais Sanganya Mding, permettez-lui de s'exprimer. Allez-y, Wilfried. Être hors sujet, primo, c'est d'interrompre son vis-à-vis. Il parle comme un lycéen. Oh, ça me gêne un peu. Non, Cédric. je vous en prie, soyons courtois, messieurs. Je suis courtois. Soyons courtois. Je suis un homme sur politique, ce plateau. nous sommes en campagne, Nous Cédric. sommes sur Cédric, un n'ayez plateau pas pitié de lui. sérieux, N'ayez soyons pas courtois. pitié de lui. Mais S'il Sanganya n'a pas Mding, le niveau, Wilfried, ne m'accusez pas d'incourtoisie. Cédric. l'analyse que vous faites de Vous la m'envoyez pas les gestion bibous sur de les la crise plateaux. anglophone. C'est une chose d'être ridiculisé par son adversaire, c'est pire encore de se ridiculiser soi-même. Ah, mon intention n'est pas de vous ridiculiser. La Cédric. gestion de la crise anglophone, actuellement par l'État camerounais, est une gestion auto-centralisée qui justement a conduit les anglophones à un repli sur soi, à penser qu'ils sont les seuls à souffrir d'un problème dont souffrent en réalité tous les Camerounais. La marginalisation. Quelqu'un avait dit un jour que l'histoire de toute société n'est qu'une histoire de lutte de classe, c'est-à-dire il y a une minorité, ce qu'on appelle l'oligarchie, ceux qui sont au sommet, qui s'accaparent l'essentiel de la richesse au détriment de la minorité populaire. Ouais. Mais à un moment donné, il y a une partie de cette minorité populaire qui a le courage, avant les autres, d'aller au-devant de la scène et de revendiquer ce que de droit. Le truc, c'est que le problème, c'est qu'à ce moment-là, à long terme, cette minorité, en tout cas cette entité qui a eu le courage avant de prendre la décision, finit par penser qu'elle est la seule à subir les fameux manquements. Parce que le manque d'infrastructures sociales et infrastructures technologiques et blablabla, on en reviendra, vous l'avez dit justement, dans ces régions-là, n'est pas différent du même manque d'infrastructures dans les régions dites francophones. Parce qu'on parlait de l'extrême nord, on a l'impression qu'il y a une autoroute à l'extrême nord et que dans les fameux hôpitaux de référence qui ont été tant prisés, tant présentés en grande pompe par ceux-là qui tiennent la politique là-bas, on a l'impression que quand le ministre de la Santé a eu son problème à la main, il est allé se faire soigner là-bas. On a l'impression que quand le président du Sénat a eu son malaise, il est allé se faire soigner là-bas. Cédric, vous êtes gentil. La gestion de la crise anglophone, justement, provient de cet appareil-là qui a marginalisé la population tout entière et qui n'a pas compté sur le fait qu'une frange de cette population-là, étant donné la petite différence sur le passé, il a beaucoup de chance qu'il soit là depuis 36 ans du coup. Il y a un vivier électoral qui vote plus par convention que par conviction. Vous défendez mal le président Paul Biya. On aurait été à notre premier débat. Vous auriez été à votre premier mandat, en train de rechercher la première investiture, comme le fait le MRC, que vous n'aurez eu aucune chance d'avoir l'adhésion populaire. Je vous le dis de manière péremptoire, pas du tout.
On fait comme si la situation avait été causée par ceux qui sont sur ce plateau. La situation actuelle est le résultat que la formule utilisée était une mauvaise. En théorie, je n'ai même pas besoin d'en discuter avec vous. Les faits le prouvent. Les ingrédients utilisés étaient les mauvais. Il faut apprendre à tirer des leçons des faits de ce qui se passe. On dit le fait est têtu en histoire. Ça peut-être, vous devriez le relever aussi. Parce que les deux Cameroun dans lesquels nous vivons, celui que vous présentez et celui dans lequel nous, on ne se retrouve pas, sont la problématique qu'on a aujourd'hui. Et la condescendance, le mépris avec lequel vous accueillez l'avis du vis-à-vis, donne la conclusion que vous n'avez toujours pas compris que ce qui se passe actuellement a été justement nourri par les ingrédients que vous utilisez encore ici. Ça veut dire qu'on sera dans une sorte de spirale infinie, dans une sorte de statu quo, où l'éternel recommencement, parce qu'on dit celui qui ne se souvient pas de son histoire est condamné à la revivre. Vous ne vous souvenez pas des erreurs que vous avez faites, du coup vous commettez les mêmes, et les résultats sont les mêmes. La crise territoriale qu'on a aujourd'hui, je l'ai dit, les anglophones ne sont pas plus marginalisés que quelqu'un d'autre. Vous avez eu raison. Nous sommes d'accord. Vous avez eu, mais justement, et après, vous allez me prêter des paroles que je n'ai pas dites, au lieu d'assumer que vous n'avez pas compris parce que je n'ai pas changé de ligne, j'ai dit la même chose tout à l'heure. Il y a une entité dans la mosaïque du peuple marginalisé qui a eu le courage de se lever avant les autres. J'ai précisé que l'histoire de toute société, c'est Karl Marx dans le manifeste du Parti communiste 1848, relevez-les aussi, parce que l'éducation, l'instruction, c'est une autoroute à double sens. La science n'étant pas infuse, personne n'ayant la science infuse, personne n'ayant le monopole du savoir, on apprend toujours l'un de l'autre. En tant qu'enseignant, vous devriez déjà le dire à vos élèves. Donc Marx, je n'ai pas d'élèves, j'ai des étudiants. dans le manifeste du Parti communiste, Corrigez ça. vous n'avez pas d'élèves, vous avez d'étudiants. Des étudiants. Vous n'avez pas d'élèves, vous avez des étudiants, je vous le concède, parce Merci, que de toute merci. façon, l'argumentaire du RDPC est basé sur la trivialité. Il faut étouffer les sujets véritables et s'appuyer sur des superficialités pour faire passer le temps et occulter les profondeurs, puisqu'il n'y en a pas. Le manifeste du Parti communiste 1848 de Karl Marx et Friedrich Engels précise que l'histoire de toute société, jusqu'à nos jours, n'a été que l'histoire des luttes des classes, ce qu'il appelle le Klassenkampf. Et justement, dans ce fameux Klassenkampf, on le vit au Cameroun, il y a eu la fameuse oligarchie. L'oligarchie, c'est une minorité qui s'enrichit à outrance et plonge la majorité populaire dans, Comme votre leader. dans des manquements économiques considérables. Notre leader, comme vous l'appelez, appuie depuis des lustres sur l'article 66, la déclaration des biens, ce qui a été toujours refusé par le président Paul Biya. Ça nous dirait peut-être d'où est-ce qu'il trouve les fonds pour faire 4 mois sur 12 à l'étranger. Ça nous dirait peut-être où est-ce qu'il trouve les fonds pour fournir ce qu'il fournit à tout le monde, les t-shirts et les billets de banque à l'approche des échéances électorales. Ça nous dirait peut-être d'où il a trouvé les fonds pour acheter la nouvelle Range Rover. Parce qu'il y a un manque de transparence. On nous dirait aussi pourquoi le Brainstorm Consortium a été une affaire qui a certainement. failli mettre votre chef en mal. Certainement, parce que dans Pas mal. une logique d'équité, dans une logique de visibilité des choses, on équilibre les enquêtes et à la fin, les enquêtes nous disent la vérité sur les différentes entités. C'est ça la rationalité politique. Manifestement, ça vous échappe. On parle de l'amnistie, hein. Il n'a pas été discuté. Je vous en prie, messieurs, revenons sur le débat Oui, de fond. parce que si vous entrez là, vous concernant, serez très mal. Justement, cette crise anglophone, comment on en sort aujourd'hui? On est à la veille du 1er Bon. octobre. Vous savez que les autorités administratives ont déclaré 48 heures de couvre-feu à la veille de la célébration de la réunification, qui est une date aussi importante dans ces régions anglophones. Comment appréciez-vous déjà la mesure qui a été prise, Wilfried? Elle nous amène déjà à conclure que non, il ne fait pas bon vivre au Cameroun. Non. Il y a ceux qui vivent le Cameroun réel, il y a ceux qui vivent le mirage. Il ferait bon vivre au Cameroun en raison des énormes richesses et du paradis que représente le Cameroun. Mais la nouvelle façon de gérer la politique sociale nationale a conduit à ce que le paradis devienne un enfer où on a deux pays dans un pays ou alors un pays qui veut devenir un État dans l'État et c'est problématique. Comment on en sort ? La formule utilisée jusqu'ici a été de refuser d'écouter celui qui revendique quelque chose et de comprendre ses raisons et d'essayer d'élaborer au moins une ébauche de solution. Nous, dans le MRC, on dit, nous avons notre avis, mais ceux qui sont les revendicateurs ont leur avis aussi. La raison pour laquelle la situation est tendue entre nous et eux, c'est que leur avis n'a pas été écouté. Donc si nous n'écoutons pas leur avis, nous aurons exactement le même problème. Et le MRC dit, on va écouter leur avis,
dialoguer avec eux et en fonction du consensus qui en sortira, on va prendre une décision. C'est intéressant de rappeler que le Cameroun actuel vient d'un référendum dont le Cameroun de 1972 était un État faible. C'est très curieux, parce que 2 ans plus tard, en 1974, le Cameroun avait quand même son premier équipage entièrement camerounais dans ce qui était en train de devenir le fleuron de l'aéronautique nationale, la Cameroon Airlines, qui est tombée en décrépitude sous Paul Biya. Ce n'était pas un Cameroun faible qui organisait ce référendum. Et comme par hasard, parce que vous voulez, parce que vous affirmez, parce que vous pensez que vous êtes l'arbitre de ceux qui décident pour les téléspectateurs, pour les compatriotes, de ce qui est juste ou non, vous décidez que le référendum de 2018 sous le MRC est subitement devenu une mauvaise idée, alors que c'était bien en 1972. C'est ce qui avait conduit à un consensus de vivre ensemble entre 2 États. C'est ce qui pourrait donner une chance encore, évidemment avec les manquements que ça peut avoir, rien n'étant parfait. Mais vous persistez dans le fait d'utiliser les mêmes formules comme si nous étions les seuls à voir la réalité actuelle. Alors justement, dans ce système, expliquer la situation dans laquelle se trouve le Cameroun sur le plan économique, avec le FMI désormais comme gendarme de l'élaboration du budget et de la gestion des finances publiques au Cameroun. Quelle est votre analyse à ce sujet? Est-ce qu'elles sont fondées? Est-ce qu'elles sont convaincantes? En fait, il est dans la droite lignée de ce qu'on attend de lui. On est du RDPC, on défend. Quoi qu'il arrive, comme moi je suis MRC, je défends, c'est de bonne guerre, sauf qu'il y a un bilan, il y a des faits, il y a ce qu'on veut faire des faits et qui n'a rien à voir avec la réalité forcément. Le bilan du Cameroun, malheureusement, est un échec et je le dis avec tout l'amour que j'ai pour mon pays. La crise économique, la dévaluation du dollar et tous ces mécanismes ont aussi touché la Libye, autrefois la Libye de Kadhafi, minuscule pays, en zone désertique, mais qui affichait un taux d'endettement de seulement 3%. Il est même descendu à 2% en 2008 au plus fort de la crise. Dans le même temps, après y avoir atteint le point d'achèvement en 2006, on se retrouve aujourd'hui, une dizaine d'années plus tard, à une situation encore plus compliquée qu'avant. Pendant que dans certains pays, malgré tout ce qu'on disait d'eux, toute la méchanceté qu'on prêtait au président Kadhafi et tout, il se portait bien économiquement. Et le Cameroun, qui avait un bon président, qui est toujours bien présenté. Vous avez parlé de Tissus Edouard, qui a un château, mais qui dit que le Cameroun va mal. De votre côté, il a raison de le dire. De votre côté, le peuple, il n'a pas raison de le dire. Pour lui, ça va bien. Mais vous n'avez pas non plus raison de dire, pendant que le peuple n'a donc pas le même château, que le Cameroun va bien. Parce que c'est ce que vous dites, il fait bon vivre. Nous ne le voyons pas du tout. Les secteurs du Cameroun, l'investissement dont vous parlez, ça va peut-être nous amener dans le volet monétaire. J'ai un problème avec ceux qui parlent de hors sujet. Dire qu'il n'y a pas de rapport entre l'économie, l'éducation, l'enseignement, la politique. Dire qu'il n'y a pas de rapport, c'est de ne pas comprendre l'interconnexion avec cela. La Chine a aujourd'hui une place dans le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est la politique, parce qu'elle s'est développée, industrialisée, elle a produit, c'est l'économie. Les deux vont de pair. C'est un mécanisme d'interconnexion entre tous ces éléments-là. C'est pour ça que je vais donc sur le volet monétaire en disant, dans le fameux franc CFA dont on parle tout ce temps, il y a ce qu'ils appellent le rationnement du crédit par rapport au produit intérieur brut, le ratio crédit-PIB. Et la France impose, c'est ce qui a toujours été le cas, malheureusement, l'opacité du président Paul Biya qui ne veut pas dialoguer avec la population parce qu'il trouve que c'est la faiblesse, a fait que la population ne comprend pas pourquoi un entrepreneur qui parfois a un titre foncier mais ne peut pas avoir son projet subventionné parce qu'à un moment donné, il y a un plafond. À partir de entre 20 et 25%, vous ne pouvez pas aller au-delà. Les banques commerciales sont interdites d'octroyer des crédits. Ça veut donc dire que la politique économique du Cameroun n'a jamais été de stimuler l'investissement. Absolument pas. Elle a toujours été de contrôler l'inflation parce que comme nous ne produisons pas beaucoup et comme on ne fait pas confiance aux acteurs à quelques exceptions près, et heureusement, encore heureux, nous ne produisons pas beaucoup. Donc notre politique est centrée seulement sur le contrôle de la stabilité des prix pour soutenir le fameux arrimage du franc CFA à l'euro. C'est pour ça qu'il est toujours égal à 655 alors qu'on dit toujours que voilà, le yuan chinois a fluctué par rapport à l'euro, le yen japonais il y a X € 30 et ainsi de suite. Mais nous, on veut juste contenir l'inflation et maintenir le Cameroun comme la sous-région en tant que vivier exportateur de matières premières. Et c'est le problème qu'on a eu avec le cacao. En 2017, on était à peu près 360 000 tonnes de produits. Il y avait une surproduction à l'échelle mondiale et une faible demande des transformeurs, ce qui a conduit à ce que les prix ont dû descendre. Et donc, les
producteurs, en tout cas ceux qui gèrent le cacao, les nationaux, soit dit en passant, les prix, quand il faut exporter, sont gérés à la bourse de Londres, à la bourse de New York. C'est comme ça qu'on a inféodé par ce bon président, par cette bonne administration aux instances étrangères. Mais le gouvernement camerounais estime qu'il y a une résilience de la part de l'économie camerounaise face à ces multiples chocs internationaux dont vous êtes en train de faire mention. Expliquez à la grand-mère, expliquez à ma grand-mère. On a dit tout à l'heure qu'on ne comprenait rien à ce que je dis. Allez donc expliquer à ma grand-mère ce qui signifie résilience. Un pays qui est cantonné, malgré toutes ses potentialités, à ne exporter que ce que d'autres consomment et ce que lui ne consomme pas. À ne exporter que d'autres. À ne exporter. Corrigez ça. Exporter Je vous en ce prie, que messieurs. d'autres consomment. Qu'est-ce que ça veut dire? À n'exporter que ce que d'autres consomment, comme le cacao. Je ne sais pas si dans le panier de la ménagère camerounais, le café fait office de déjeuner à quelques exceptions près sur les familles aisées. Votre incompréhension ne doit pas déteindre sur le contenu d'une analyse. Je vais vous répondre, vous en faites pas. Donc, une économie, comme vous avez dit, tournée vers l'exportation et l'exportation de la matière brute, et on embraye encore sur le franc CFA qui, à cause de son fort taux, habitue les Camerounais à penser que c'est moins cher ailleurs parce que le franc CFA est plus élevé que les autres monnaies, notamment de l'Iran, du Japon, de beaucoup de pays. Donc, quand ces pays-là, quand c'est vendu à l'échelle internationale, le rapport entre le franc CFA et le dollar, ou entre le franc CFA et l'euro, ou même entre le franc CFA et le yuan chinois, est beaucoup plus fort, est beaucoup plus faible, en tout cas l'écart, que entre, par exemple, le riel iranien et le dollar américain, entre le riel et l'euro européen. Et du coup, on s'habitue à penser que c'est bien d'exporter le cacao, le pétrole, et après, c'est avec cet argent, ces devises qu'on va acheter ce qu'on appelle, enfin, les préfabriqués qu'on a aujourd'hui pour les stades et tout. Et quand on a justement une situation comme celle-ci, que les gens ne veulent pas de la matière première, ils en ont en abondance. Les prix baissent, il n'y a pas assez de rentrées. On a donc recours aux fameux ajustements structuraux ou structurels, je ne sais pas trop comment on les désigne. On a recours aux dictats du FMI, dont plusieurs instances se sont désolidarisées parce qu'elles trouvaient que c'était une structure encombrante. Mais on a recours à tout ça et on est maintenu comme ça dans une spirale. Il faut que nos compatriotes soient intelligents et se posent la question: pourquoi est-ce que rien n'a avancé au Cameroun? Ce n'est pas qu'on ait maudit des dieux, ce n'est pas qu'il y ait une sorcellerie. Rien n'a avancé. Ce n'est pas qu'il y ait une... Non, je ne vous le prête pas. Je vous en prie, Wilfried. C'est justement parce que les mauvaises formules n'ont pas été remises en question. Et on revient encore sur ce qui, pour vous, sont des acquis. Ça fait très mal aux Camerounais quand vous parlez d'hôpitaux de référence alors que Monique Oumaté, qu'elle a perdu la vie il y a quelques années. Ça fait très mal de parler d'hôpitaux de référence quand toutes les structures dirigeantes de ce pays se font évacuer, même pour un grattement d'oreille. Il faut être rationnel. Alors, sur la politique, justement, sur la politique et... Apparemment, le Camerounais, il y a une classe moyenne au Cameroun, le produit intérieur brut est très élevé et le secteur informel ne tutoie pas les 80%. Les Camerounais ont tous un emploi, tout va bien. On ne peut que se répéter On ne peut que se répéter en écoutant le RDPC. Et dans cette logique de se répéter, je vous dis encore que quand on a la patience d'écouter ce que vous dites, c'est pas parce que c'est vrai. Il y a tellement de points sur lesquels on aimerait revenir et de toute façon, c'est dommage parce qu'on en oublie. Parce qu'un mensonge laissé à l'abandon devient une gangrène qui peut conduire à un abcès géant. Vous êtes mal poli, hein, je trouve. Vous n'êtes pas sincère, monsieur. Lorsque vous dites que les projections du Cameroun le placent en tête des pays en Afrique subsaharienne, on peut se poser la question, pourquoi vous coupez l'Afrique du Nord? Ça, c'est la première question. Ne fait-elle pas partie de l'Afrique? Je vais répondre. On peut vous poser la deuxième question, pourquoi vous ne comparez pas le PIB? C'est-à-dire, il y a une projection dans un espoir qui n'a rien à voir avec le fait, et après, il y a les faits. Les pays africains, comme le Nigeria, dont vous parlez, l'Afrique du Sud, la Libye, le Maroc, l'Égypte, l'Éthiopie, est-ce que ces pays-là ont un PIB plus faible que le Cameroun? Pas du tout. Ils ont un PIB en moyenne 10 à 20 fois supérieur au nôtre. Donc il ne faut pas aller dire à un enfant, aujourd'hui ton rêve est plus grand que celui de l'autre. Le fait est que... 20 fois plus. Mais le PIB de l'Égypte... C'est faux, c'est pas 20 fois plus que celui du Cameroun. Le PIB de l'Égypte... 20 fois, c'est faux. Le PIB de l'Égypte tutoie les 400 milliards de dollars, quand celui du Cameroun gratte à peine les 20 milliards de dollars. C'est-à-dire, si vous voulez, si ça vous dérange, les 20 fois plus, faites vous-même le ratio, ce n'est pas très... Faites attention, il y a Internet. Hein.
Justement, on Et les appelle gens ça, regardent, le oui. fact-checking, dont vous Oui, irez le regarder. fact-checking, donc c'est ça que je dis, faites attention. Allons jusqu'au C'est bout faux, hein. de cette... J'aurais jamais sur entendu la parler. Je vais question vous de démontrer fond que c'est faux. concernant Donc, il y les aura pas les indicateurs Camerounais. qui viennent d'être évoqués, est-ce que les Camerounais Alors, en bravo, profitent? les indicateurs. Est-ce que les Camerounais véritablement bénéficient de cette politique économique qui a été mise en place par Paul Biya? Mais je vous le dis encore, bien sûr que non. Je Ah l'ai bon mentionné tout à l'heure en détail. L'exception n'a pas vocation à contredire la règle, elle la confirme. Ce n'est pas parce que ça et là, il y a des gens qui ont réussi à s'en sortir dans un imbroglio qu'on va les prendre pour donner l'unité de mesure de la situation au Cameroun. C'est ne pas vivre dans le Cameroun dans lequel on vit. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une classe moyenne quand on sort dans Douala ou dans Yaoundé dans la rue? Autant dans les pays étrangers, les Camerounais ont les boulots, les métiers les moins agréables, autant dans leur propre pays au Cameroun, les quartiers qu'on désigne comme quartiers résidentiels sont habités soit par les hauts fonctionnaires, soit par la minorité qui a réussi l'émancipation économique, soit par des étrangers. La majorité des Camerounais, posons-leur la question, observons de manière pragmatique et empirique la société dans laquelle nous vivons. Parlons aux Camerounais du Cameroun dans lequel ils vivent, et non du Cameroun que nous avons construit idéologiquement parce que on veut justifier l'injustifiable. Les indicateurs actuellement sont totalement faux parce que l'économie, comme je viens de le présenter, reste focalisée aussi bien sûr dans le domaine agricole sur la production de la denrée première qui est transformée par d'autres parce qu'il n'y a pas de création technologique. Ce qui permet d'ouvrir une parenthèse quand je disais tout à l'heure qu'il y a un rapport fort entre l'économie et la politique. Vous parliez de la Chine. En 1945, déjà, la Chine, comme on la connaît aujourd'hui, n'existait pas. C'est le 1er octobre 1949 que Mao Tse-tung Mais nous sommes d'accord. la République populaire. Et vous confondez peut-être la République de Chine. Non, je comprends rien. Je vous ai parlé de la création de l'Union. Le Taïwan d'aujourd'hui, parce que c'est en 71, c'est dans les années 70 que la Chine... 49, je suis d'accord avec vous. Que la Chine intègre justement le Conseil de sécurité. Et c'est parce que... Les Occidentaux l'ont voulu. Il n'y a pas que le volet économique, il y a le volet militaire. La Corée du Sud l'a bien compris récemment en s'apesantissant d'abord sur l'autonomie nucléaire avant même l'économie. C'est en 64 que la Chine élabore sa bombe atomique. Donc plus que l'économie, elle a la puissance de répondre à ceux-là qui l'ont assujetti et qui en ont fait le pays du tiers-monde que vous avez présenté avec brio. Mais maintenant, elle peut parler et en raison de l'énorme potentiel économique et du dynamisme qu'elle est en train d'amorcer, on voit ce qu'elle représente en termes de potentiel et on l'intègre. Parce que Zhou Enlai, en Chine, le premier ministre de Mao Tse-tung avait déjà élaboré et dessiné avec un pragmatisme fou le projet de développement, les 4 modernisations, l'agriculture, l'industrie, les sciences et techniques, l'armement, et il a été matérialisé, comme vous avez dit, dans les années 80. Mais le Cameroun a justement mis sur pied le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Est-ce que cette boussole économique a permis justement de mettre en œuvre, selon vous, les différents projets initiés par le gouvernement? La boussole a malheureusement amené le navire en eau trouble. C'est comme Christophe Colomb qui est arrivé aux Amériques en pensant qu'il était arrivé en Inde. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi parlait d'une industrialisation à 9% pour ne pas dire à 2 chiffres. Or, les dernières analystes montraient déjà que pour amorcer d'ici 2035, le fameux, comme ils se projettent à 2035, la fameuse croissance à 9 chiffres, il faut avoir une production d'énergie de 3000 mégawatts. Est-ce qu'on en est capable? Les pays sérieux élaborent des projets en conformité avec leur visée. Ils ne se contentent pas de slogans. C'est pour ça que la Chine a construit le barrage des 3 gorges sur le Yangtze, le fleuve le plus long du pays et le plus long d'Asie, qui fait 22 000 mégawatts proportionnellement aux 1,3 milliard de Chinois, parce qu'il y a une idée derrière. Il a un volume de 45 millions de mètres cubes. Est-ce que nos barrages que vous citez brillamment, est-ce que c'est parce qu'on voit l'ouvrage et qu'il est beau qu'il va fournir l'énergie? Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun, il y a 60% de consommation d'électricité. Et les 60%, ce n'est pas comme si c'était en continu. Les délestages sont permanents. Ouais. Mais pour couvrir les chiffres, on dit voilà, 60% déjà que l'UQAM génère déjà, en tout cas, accapare déjà une bonne partie, une partie non négligeable. Si avec ces indicateurs, si avec ces mécanismes, ou si pour ne pas parler de la Chine, on parle du Rwanda, c'est l'économie du Rwanda, même si on n'approuve pas l'exploitation de l'Est de la RDC, c'est quand même l'économie du Rwanda qui fait que maintenant ce pays est en train d'émerger à l'échelle continentale et bientôt internationale. Tant que le Cameroun utilisera les formules qu'il utilise aujourd'hui, vous aurez beau, parce que vous voulez, vous l'avez dit,
affirmer que c'est bien parce que Paul Biya doit se maintenir au pouvoir. La réalité, elle est là. Le Cameroun ne parlera jamais à l'international parce qu'il est en train de regresser et non de progresser. Alors, le Cameroun qui regresse selon le représentant du MRC sur ce plateau et merci. Je vous en prie, Wilfried et Kamba. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez concrètement au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun Rien du tout. Transformer ce pays pour relancer la croissance économique et la rendre plus inclusive pour les Camerounais. Monsieur, votre ami que j'ai vraiment apprécié et dont la disparition m'a fortement touché, Charles Atébé Yéné avait crié un mot envers un animateur de la place où il disait défroquer. Vous avez défroqué sur le plateau, monsieur Massanga Pas Niamzi. du tout, je suis un homme politique professionnel. Oui, en tout cas. C'est de la conviction politique. Si vous le dites, mais ce Vous n'est avez pas... vu Chirac à l'époque? Vous avez vu Mitterrand? Restons, Moi, je suis messieurs, un politique. nous, il nous reste J'ai quelques encore minutes. en Permettez C'est comme ça à que Wilfried et Kanga de s'exprimer sur comprenez ce qu'il pas. propose Vous avez affaire à un homme politique du professionnel. MRC sur la croissance économique, vous comment la riez. relancer Vous et comment riez. la rendre plus inclusive. Parce que le décibel avec lequel on exprime un argument ne détermine pas la véracité de cet argument. Oh, vous parlez, Le vous posez la MRC, question du journalisme. le MRC, je suis en train d'y répondre. Alors, allez-y. Le MRC propose de camerouniser la production. C'est bien d'avoir des hôtels tenus par les Camerounais. C'est bien d'avoir des bus tenus par les Camerounais. Mais dans ces hôtels, tout le mobilier vient d'ailleurs. Tout est importé. Pourtant, le Cameroun produit le bois. Absolument tout est produit par d'autres. Vous faites beaucoup d'hôteliers. Allez-y, Wilfried La et Kanga, filière. je vous en prie. Allez-y. Ils vont vous répondre. Permettez-moi, Sangani, Je que n'attends je puisse parler. Pardonnez-moi, Cédric. Je n'attends que cela et pire dans les structures les plus luxueuses. C'est là qu'on voit l'importation de tout, même des aliments, alors que le Made in Cameroun serait le fleuron de la propagande culturelle de notre pays. J'ai pris Touristique ce matin d'ailleurs, et comme par hasard, ce sont des sandwichs, le modèle de consommation européen qu'on nous sert, et Coca-Cola, une boisson encore étrangère qu'on nous sert. Peut-être qu'ils vont me répondre, comme vous le dites, je n'attends que ça. Une vraie économie n'est pas une économie où les routes sont belles, où il y a les gratte-ciel, etc. Une vraie économie, une économie solide, c'est où ces belles routes et ces gratte-ciel sont produits au moins en majorité par les nationaux. C'est ce que fait par exemple la Chine, où à plus de 50%, vous n'avez pas le droit de détenir une concession chinoise. Alors, et vous, au sein du Le MRC, MRC, justement, Vous proposez quoi? la contre-formule... Mina idée. Ah, je vous en prie. Wapulanje. Je vous en prie. Mais Sangani, permettez que là, jusqu'au Moi, bout. vous faites du spectacle Alors, politique. allez-y. Oui, vous faites du Wilfried et spectacle. Kanga, allez-y jusqu'au bout de vos pensées. Le MRC propose la contre-formule de ce que je viens de citer. J'ai commencé en disant on camerounise la production. Dans les communes, le MRC veut créer ce qu'on appelle les écoles de métiers. C'est-à-dire on va séparer l'enseignement de la théorie et prioriser la pratique. Prioriser les formations techniques, les formations technologiques. Parce qu'il y a du génie. J'en ai rencontré un. J'en ai parlé dans une télévision de la place, Arsène Thomas Biolé, que vous connaissez peut-être. Il a fait l'objet d'un grand reportage dans les chaînes camerounaises parce que il a élaboré carrément une théorie de manière autonome sur la fission nucléaire. On dit que lorsqu'il y a une perte de masse, il y a un volume d'énergie énorme qui se dégage. Ça fait que pour le potentiel énergie Cameroun, ce sera un élément clé dont on aura besoin. Et le MRC veut justement intégrer toutes ces intelligences-là dans les écoles de formation, dans les écoles de métier qu'il veut créer, même pour ceux qui n'ont pas fait de longues études ou qui n'ont pas de diplôme, parce qu'ils disposent souvent d'un talent énorme dans d'autres domaines, on va le mettre à profit et c'est ces intelligences-là, réunies dans les structures que l'État aura mis en place pour eux, qui produiront pour l'État, comme les jeunes Chinois et Sud-Coréens le font, en fabriquant des drones, des petits gadgets et matérialisent déjà la grande intelligence qu'ils seront demain. Nous allons mettre toutes ces intelligences-là à profit pour créer. Parce que la première fois que je suis revenu, une amie d'Allemagne est venue aussi quelques jours plus tôt, et elle a regardé les supermarchés camerounais. Elle a dit qu'ils étaient très beaux du point de vue infrastructurel, mais elle cherchait le Made in Cameroun à l'intérieur. Dans les supermarchés luxueux, vous avez du mal à trouver ce qui a été fabriqué par le Cameroun. Tout vient d'ailleurs, comme le mobilier des meubles, comme les télévisions, absolument tout. Et il ne faut pas tomber dans le piège de penser que parce qu'on est dans un hôtel luxueux et que le DG est un Camerounais, parce que souvent même le PDG n'est pas camerounais, parce qu'on est dans ces structures-là, on est développé. C'est du développement visuel, c'est de la superficialité. Les véritables jalons qui font d'un État un pays indépendant économiquement et donc politiquement ne sont absolument pas ceux-là. Merci à vous.